a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors je sais pas pour vous, mais moi je me projette pas toujours dans le fait de pouvoir travailler avec ma compagne ou même avec certains amis. Je trouve qu'il y a des choses, il y a des comportements, il y a des situations qui sont très différentes quand on est au travail, avec des manières de fonctionner qui peuvent vraiment être différentes et puis amener certaines réflexions, amener certains automatismes qu'on n'a pas forcément dans la sphère personnelle. Et aujourd'hui, en fait, je reçois un couple. C'est marrant parce que j'ai déjà reçu séparément. Il s'agit d'Amélie et Vincent. Amélie, elle était venue nous parler des injonctions, de comment est-ce qu'elle avait vécu sa maternité, certes au travers de son allaitement, mais au travers de différentes injonctions qu'elle avait pu vivre à la maternité. Et je vous mettrai bien entendu les liens en description. Et aussi Vincent, dont je vous mettrai aussi le lien en description. Vincent qui était venu nous parler en fait de sa paternité, de comment est-ce qu'il vivait les choses. C'est un épisode qui avait fait pas mal réagir. Je m'en rappelle parce que je parle beaucoup bien sûr d'éducation positive. Depuis le premier épisode, il y a toujours une certaine nuance et ça avait un peu choqué les gens parce que Vincent parle du fait de punir ses enfants et que j'étais pas intervenu. Et en fait, j'en profite pour le dire et le rappeler. Il suffit pas juste de regarder un résultat, en fait, c'est un processus. Pour moi, c'est mon avis, la vie, c'est un processus. Et en fait, le truc, c'est que dans l'épisode, vous ne savez pas d'où Vincent part. Voilà, peut-être qu'un jour, on reviendra dessus, peut-être qu'on en parlera en détail, mais vous ne savez pas d'où il part, et donc vous ne savez pas où il arrive, et vous ne savez pas le chemin qu'il prend. Donc, je trouvais que c'était au contraire un exercice très intéressant pour éviter le jugement des autres. Voilà, je voulais placer ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous amène. Tout simplement parce que ce qui nous amène, c'est que Vincent et Amélie travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent ensemble, ils élèvent leurs enfants ensemble, et donc ils travaillent ensemble. Ils sont montés ensemble, du coup, même si on va voir que la genèse est assez intéressante. Ils ont monté l'entreprise qui s'appelle Tiganette, qui à la base est une marque de vêtements d'allaitement qu'Amélie confectionnait avec ses petites mains, mais je m'avance pas trop dans le récit parce que c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. C'est un récit que j'ai vraiment adoré. Alors, pour info, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la veille au soir, nous fêtions la sortie du livre d'Amélie, dont je vous mettrai bien sûr aussi le lien en description, qui nous raconte son histoire d'allaitement, ses histoires d'allaitement même. Je vous invite vraiment à le lire, c'est très touchant, c'est un récit qui est très touchant. Moi, en tout cas, qui m'a beaucoup touché. Tout ça pour dire que nous avions fêté ça la veille et que nous n'étions pas tous les trois dans les conditions les plus fraîches pour cette interview. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et ça, c'était juste dingue. Donc, merci beaucoup à eux pour s'être livrés très personnellement, que ce soit sur l'organisation familiale, que ce soit pour les hauts, les bas, les moments vraiment très difficiles pour le couple aussi. Tout ça va être évoqué et c'est incroyable d'écouter cette histoire. Donc merci beaucoup. Ma première question, ça va surtout être de savoir, est-ce que quand on bosse ensemble comme ça, est-ce qu'on arrive à se supporter tout le temps ? Je vous souhaite une très bonne écoute. On se supporte tout le temps. Il n'y a pas d'embrouille entre nous. On est très solides, liés, toujours dans le même sens, sur la même voie. On se supporte tout le temps. Il n'y a jamais de « ouais, j'en ai marre ». On va aller faire chacun notre truc de notre côté. Ça paraît fou, hein. Jamais. Mais pour de vrai. Oui, sur le plan professionnel, rassurez-moi, parce que tous les couples se prennent la tête quand même. Non. Mais même pour ça. Ah ouais ? Ouais. Non. C'est rare. Non, on se prend pas la tête. En 13 ans, je pense que ça a dû arriver 2 fois. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Alors ça, on reviendra là-dessus du coup. Il y a peut-être une petite recette secrète à donner. Alors comment ça a commencé cette aventure ? Donc je vais me permettre moi de présenter un peu le truc. Tiganette Création, marque de vêtements d'allaitement au départ, qui va peut-être évoluer, peut-être que vous aurez l'occasion de nous en parler. Alors comment démarre cette aventure ? Est-ce que vous démarrez tous les deux en même temps ensemble ? Voilà, comment ça se passe ? Donc vraiment la genèse du truc, c'est à la naissance de notre deuxième enfant, Olivia, il y a 6 ans et demi. Je me suis retrouvée à me dire, ok, j'ai compris que j'allais allaiter et allaiter longtemps. Et j'ai aussi compris que j'ai envie de me rhabiller comme j'aime et pas forcément de porter des robes de grossesse qui permettent d'allaiter et dans laquelle je me sens comme un sac parce que c'est ample pour faire rentrer ton ventre, mais que tu n'as plus ce ventre-là. Et donc, je me dis, il me reste un truc à faire, regardez ce qui existe. À cette époque-là, il existe que dalle. Enfin, il y avait... Ça existe, c'est les marques suédoises, ouais, danoises. Qui sont très en avance sur nous à cette époque-là, sur l'allaitement et encore maintenant. Et c'est en laine mérinos
à 300 € le pull. Ouais, Et c'est ça. si je peux pas mettre ça déjà dans un pull. Et puis moi, je sais que je maltraite mes vêtements, que je les entretiens mal, que je mets tout au sèche-linge. Enfin, c'est pas possible en fait de faire ça. Et par contre, il y a une autre solution, c'est que je sais coudre. Et je me dis, bon, bah, je vais acheter du tissu et je vais essayer de faire un truc un peu moi-même. Pas du tout sur ce modèle-là, parce qu'en plus, c'était des trucs très basiques qui me ressemblent pas. Moi, j'aime le féminin, le moulant, les décolletés, enfin, un truc vraiment de meuf. Donc, j'ai été acheter du tissu, j'ai fait ma première robe et puis j'ai trouvé hyper cool. Vraiment, j'étais contente du résultat. Je l'ai partagé sur Insta. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps, ça arrive au même moment que la communauté Instagram arrive. Tu vois, Exactement. c'est-à-dire que On était on sur un parle de ça, petit c'est 10 000. 10 000 en quelques mois. À l'époque, c'était fou. Oui, à Vraiment, on l'époque, passe de c'était 400 à 10 absolument 000 incroyable. en genre 8 semaines. Quoi. Ah oui. Pour pas grand-chose, en fait, pour des photos, ce qu'on faisait déjà alors. Oui, pour Donc, partager notre quotidien. Se crée la communauté en même temps que se crée cette idée. Voilà. Bien sûr. Et donc, Il y a à des la deux base, qui arrivent en c'était même même pas une idée, c'était juste une idée couture Oui. pour Oui, cette idée de couture, demain, il me cette faut idée une de tenue. marque. Et donc, je poste une petite photo pour dire que je l'ai faite moi-même, que je suis hyper fière du résultat. Et ma communauté de l'époque, directement dans les commentaires, me dit « Waouh, c'est trop beau, c'est génial, il en faudrait pour tout le monde et tout. » Et là, moi, je leur dis juste « Lol, non, pas du tout. Je viens de coudre une pièce, ça veut pas dire que je vais en coudre pour les autres. C'est pas du tout, dans mon projet, c'est pas du tout envisageable. Je suis pas couturière de métier, donc c'est pas un sujet, en fait. » C'est Et sans là compter que moi, je lui dis Vincent évidemment que tu intervient. vas le faire. Évidemment, c'est quelle question. T'es là, Moi, tu fais un truc, tout le monde trouve ça incroyable. à l'époque, je travaillais en crèche. J'avais mon bébé qui avait 4 mois et j'avais repris la crèche, non, où j'allais reprendre la Ouais, crèche, à 50%. incessamment sous peu, à 50%. En tant qu'auxiliaire de puériculture, mon métier, quoi. Donc, j'étais pas entrepreneur dans l'âme du tout. Moi, j'avais quitté le bâtiment. J'étais ingénieur dans le bâtiment. À ce moment-là, j'avais quitté le bâtiment. Je m'étais mis à mon compte dans l'immobilier. Parce que j'aime bien entreprendre. C'est un truc qui m'a toujours fait rêver. J'avais l'occasion, je l'ai fait parce que j'en avais marre de ce monde du bâtiment. Donc je me suis lancé là-dedans. C'était assez facile pour une première entreprise de se lancer là-dedans. Tu vois. Donc j'ai fait et je me suis dit, mais attends, on risque rien en vrai. Tu continues ton 50%, tu fais des robes. Au pire, on crée une autre entreprise. J'en ai déjà une, on la change, peu importe. On voit ce qui se passe. On ne peut pas laisser ce truc-là qui est là devant nous, comme ça, cette opportunité. Lui, il a vu l'opportunité là où moi On peut pas rater ça. Le business plan, il est déjà fait, en vrai. Il y a des gens qui veulent quelque chose. C'est ça, ton client est déjà là. En capacité ça. de leur donner. Et en fait, c'est pas toi qui vas leur donner l'envie de l'acheter. Ils ont déjà envie de l'acheter. Ils ont déjà besoin de ce que tu viens de créer. Bah vas-y, en fait. On n'a rien à faire. On a juste à faire en sorte que ces vêtements-là soient super et qu'on ne vole pas les gens. En fait. On leur vend pas un vêtement tout pourri fait en France super cher. Non, on essaye de faire un truc raisonnable où les gens vont s'y retrouver. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je lui ai dit, bah regarde, quand tu vas en coudre une pour toi, tu vas en couper 3, en coudre 3, il y en a une que tu gardes pour toi, et puis les 2 autres, Tu les vends. on les vend. Bon, il s'avère qu'à chaque fois, elle vendait tout. Je dis, vas-y, on s'en fout, vends la tienne. C'était l'enfer. Donc moi, ma consommation de vêtements de cette époque-là, c'était pas du tout ce qu'elle est maintenant, d'acheter du français, d'acheter de l'éthique et tout. Moi, j'achetais que de la seconde main en brocante. Et donc pour moi, un tarif normal de robe à cette époque-là, c'était entre 2 et 5 euros. Parce que c'était soit de la seconde main, soit de la vraie pure fast fashion. Quoi. Mm. Même pas trop. Oui, mais c'était soit l'un, soit l'autre. T'en achetais plus en seconde main, mais quand t'avais besoin d'un coup de quelque chose. Oui, si j'avais besoin d'un truc, j'allais 100% c'était aller fast fashion. chez H&M. Ah oui. Donc moi, quand j'ai commencé à coudre mes robes, j'avais en tête qu'on ne peut pas proposer un prix qui soit déconnant. En gros, il fallait que ce soit un prix qui soit en accord avec ce que je suis capable de mettre dans cette robe. Et donc, je comptais pas grand-chose. Voilà, je comptais pas, par exemple, en fait, je comptais mon tissu, je comptais pas mon temps de travail. C'est une erreur que font beaucoup de créatrices et de créateurs. Tu dis, en fait, c'est gratuit parce que ça m'a rien coûté ce temps, donc c'est gratuit. Donc, en fait, et avant que je comprenne ça, il a fallu vraiment longtemps. Les premières robes, elles étaient à 30 € faites à la main. Et il a fallu que je comprenne que la vraie rentabilité, c'est rentabiliser ton temps de travail. Alors, je vais même aller au-delà de ça, c'est que y a quelque chose que
Mais j'entends aussi que ce soit difficile à comprendre parce que quand c'est pas son métier de gérer des centres de profit et compagnie, c'est... Et moi, je viens pas du monde du commerce, voilà. de rien du tout. Et moi, je sais que, tu vois, j'ai différentes amies créatrices et je rencontre à chaque fois, souvent elles me parlent de leur business, tu vois, parce que c'est quand même moi, mon cœur de métier, c'est de développer aussi des business. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a toujours ça qui revient. Non, mais moi, ça va, c'est mon temps. Oui, mais en fait, c'est ton temps, c'est ton expertise. Derrière ton temps, il y a quoi? Il y a ton expertise. Il y a aussi le temps que toi, tu ne passes pas avec ta famille. Et du coup, ce temps est extrêmement précieux. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et après, il y a aussi une forme de choses, mais où là, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre du syndrome de l'imposture et tout, et qui sont plus présentes chez les femmes. Il y a un sujet de sociabilisation des femmes là-dessus. C'est, en même temps, il faut que tu te respectes dans la valorisation de ton travail. Et ça, clairement, plus chez les femmes, pour des sujets de sociabilisation et de stéréotypes de genre, c'est très compliqué, quoi. Il y a deux choses. En fait, on était dans une situation où on voulait proposer quelque chose qui était pas cher non plus, donc je comprenais ce qu'elle me disait, mais en même temps, tu as ton temps de travail, ça vaut quelque chose, donc on peut pas non plus ne pas le vendre très cher. Je me dis que si finalement on avait commencé par vendre des trucs à 50 €, on n'aurait peut-être pas vendu, tu vois, en vrai. Parce que là, les gens avaient des besoins, machin, donc on en a vendu plus peut-être à ce moment-là, qu'on aurait pu le faire, ça aurait mis plus de temps. En réalité, on vendait dans la limite de ce que mes mains me permettaient de faire. Donc on vendait pas... Et après, je me disais, mais 30 €, 35 €, c'est rien, en vrai, il faut qu'on augmente, quoi. Donc il a fallu faire un vrai chemin en lui disant, mais en fait, t'as du temps de travail, il y a de l'image, il y a nous, il y a tout, il y a le stockage, il faut aller chercher, dépenser de l'essence pour aller chercher le tissu et tout. Il y a tout ça derrière. Il y a ça, et puis moi, l'exercice que je fais souvent avec des personnes avec qui je peux en parler, parce que j'ai pas d'activité professionnelle, moi, dans l'accompagnement, mais je fais ça pour mes amis. Surtout, ce que je fais, c'est que tout ce dont tu parles, c'est-à-dire les charges, en gros, ce qui va constituer le prix de revient de la production d'un sujet. Derrière, après, tu fais, OK, tu passes combien de temps? Tu divises et tu obtiens ton taux horaire. J'ai une amie à se payer 4 € de l'heure, brut. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas possible. T'es 4 fois en dessous du SMIC. Ça va pas, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et du coup, on a vraiment travaillé là-dessus, mais comme pour beaucoup de choses, et je pense que ça reviendra après, quand je dis quelque chose à Amélie, elle m'écoute, mais elle ne m'entend pas, en vrai, tu vois. Elle t'entend, mais elle t'écoute pas. Ah oui, voilà, dans ce sens-là, oui. Le cerveau est mou. Hein. Exactement. Donc, et c'est toujours comme ça. Elle dit, ouais. Et elle s'en fout. J'ai le besoin de faire les choses par moi-même pour en tirer mes propres conclusions. Bien sûr. Et elle a besoin que ce soit une personne extérieure qui vienne confirmer ce que j'ai dit. Oui, au moment où elle s'en rend un peu compte, tu vois. C'est pas toujours ça qui me fait prendre conscience. Il faut que je l'ai fait moi-même. C'était de la merde. Il m'avait dit que c'était de la merde. Là, maintenant, je peux dire c'était vraiment de la merde. Ouais. Voilà. L'expérience prouve aussi que souvent, je te dis un truc, tu vas, tu te rends compte qu'il fallait pas le faire, j'avais raison, mais tu essayes quand même de retenter jusqu'à ce que quelqu'un qui est légitime vienne te dire non. Et là, tu dis c'est vrai, il m'avait dit en plus. Ah oui, je t'avais dit, bordel. Voilà. Je connais ça. Ouais. Donc, et j'avoue que je fais un peu pareil aussi des fois. Non mais on parce qu'elle me dit ça. j'apprends par l'expérience. En vrai, non, elle apprend même pas par l'expérience. Non. Parce que elle essaye d'apprendre par l'expérience. un peu là quand même. non, parce que c'est absolument vrai. On en parle très souvent, tu vois, c'était un des sujets. Qu'est-ce qui fait qu'on s'embrouille pas ou quoi? Parce qu'on parle souvent de ce qui va et ce qui va pas, mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et on est prêt à écouter et entendre. Ce qu'il allait dire, c'est que j'apprends pas de mes erreurs. Je fais une chose, ça merde, je vais refaire la même chose alors que je sais que le résultat sera le même. Et au moment où elle le fait, elle va dire ah putain, mais je savais que ça. Non, j'ai déjà fait. Oui, je t'ai dit. Je savais que ça allait être de la merde. Tu sais, tu connais peut-être pas cette citation d'Albert Einstein qui dit que recommencer un même processus en attendant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Exactement. Ouais. Moi, je suis complètement folle. Et ça, je lui ai déjà dit à ce moment-là. Je lui ai dit refaire un truc que t'as déjà fait et attendre un résultat différent, c'est être fou. Oui, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Allons-y. Il va falloir évoluer quand même. Donc maintenant, elle a entendu ça et elle l'accepte très bien. Ça commence à bouger. Du coup, ça va un peu plus vite dans ce processus, tu vois. Mais on doit passer quand même par la case. Je dois essayer, ça merde. Et je dis moi-même, ok, c'était de la merde. Ouais. Et donc, en plus de tout ça, il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait que je me sens pas légitime à augmenter mes prix parce que je suis pas couturière. Parce que moi, je couds depuis que je suis toute petite, parce que ma mère, elle a toujours eu des machines à coudre, qu'elle m'a appris, que j'apprends très bien toute seule, que quand j'ai besoin d'apprendre un truc, il y a un truc formidable qui s'appelle YouTube, tuto,
Et toute ma vie, j'apprends sur YouTube et j'apprends à faire les choses comme ça. Et elle a une faculté à apprendre en voyant les choses une seule fois. Et ça, ça me dépasse parce que c'est pas du tout ma façon. Lui fait. Du coup, exactement. Qui lui dit. Oui, si c'est moi, ça compte pas. Mais non, c'est surtout qu'il n'y a aucun intérêt à ce que j'apprenne quelque chose qu'il sait déjà faire. Ça, c'est très pertinent. Ça. S'il sait faire, j'ai pas du tout besoin d'apprendre ça parce qu'il sait déjà le faire. Et comme on est ensemble tout le temps, il fait ses tâches qu'il sait faire et que je ne sais pas faire. Et moi, j'apprends les tâches qu'il ne saurait pas apprendre parce qu'il n'est pas forcément manuel, alors que moi, je travaille qu'avec mes mains. Ou même si je peux l'apprendre, je sais qu'elle l'apprendra plus vite et elle le fera mieux que moi. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà. Donc, s'il sait faire, j'apprends pas. C'est une belle façon de... Mine de rien, si tu veux, on répond à la première question, mine de rien, petit à petit, tu vois, en vous écoutant, on fonctionne ensemble. Quoi. Une bonne complémentarité qui fait qu'on s'engueule pas. Il y a une bonne complémentarité, puis en plus, il y a aussi ce côté où vous dites les choses de manière claire et efficace. Et voilà. À ce moment-là, toi, Vincent, si je comprends bien, tu travailles toujours à ton compte. Donc vous êtes 2 entrepreneurs, mais pas dans la même boîte. Ouais, c'est l'idée. Ouais, à ce moment-là, moi, j'ai ouvert une micro-entreprise en plus de mon 50% en crèche. Et Vincent, quand même, a déjà une place importante dans ma micro-entreprise parce que c'est lui, principalement, qui source les tissus. Et là aussi, tu vas voir qu'on est très complémentaires. On n'allait pas forcément acheter les tissus ensemble. Il allait chez le fournisseur. Il trouvait des tissus. Au début, on marchait qu'en fin de stock. Donc, on allait chez des stockeurs, gros, qui avaient que des dead stock issus d'autres marques, là où on trouve des fins de rouleau. Et donc, Vincent trouvait les tissus qui pouvaient l'inspirer. Il ne savait pas encore ce qu'on allait faire avec. Il savait juste que ce tissu, ça peut marcher. Il amenait le tissu à la maison. Et moi, en voyant le tissu, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans la journée, je pondais la pièce de la semaine. Et tous les jeudis, il allait chercher des nouveaux tissus. Et tous les vendredis, il y avait une nouvelle collection. Et à ce moment-là, donc, tu as une collection par semaine. Ouais. Et à ce moment-là, tu vends combien de pièces? Ça dépend du stock de tissus qu'on a trouvé. On était tributaire de ça beaucoup parce que... Mais par rapport à ce que toi, tu peux produire, parce que quand même, tu as 50%, les enfants. Oui. Enfin, il y a quand même aussi une limite humaine, peut-être. Ouais, on travaillait beaucoup le soir. Il n'y avait pas tellement de limites humaines raisonnables. Donc, on travaillait avec Olivia accrochée en porte-bébé ou au sein. Je cousais debout pour pouvoir la bercer en même temps. Dès qu'elle dormait, je coupais le tissu par terre. Et le soir, quand les enfants étaient au lit, je recousais jusqu'à minuit. Je pense que nos voisins nous ont pris pour des tarés. Ouais, on habitait en appartement. Les machines à coudre. Il y avait 5 machines à coudre, les surjeteuses et tout. Ça faisait un bruit d'atelier. Atelier clandestin. Atelier clandestin toute la journée. Toute la journée. Non, parce qu'en plus de ça, des fois on se couchait à 23h minuit. Ouais, des fois, je lui disais, la machine, j'en ai ras. Sauf que dans la nuit, j'allais me coucher. Et dans la nuit, elle avait des idées. À 5h30, elle se levait, elle allait coudre. Ouais, il fallait que je fasse le truc. En fait, dès que j'ai une idée dans ma tête, je suis incapable de faire un projet sur le long terme. Je peux pas me projeter, je peux pas me dire je vais faire un croquis puis on verra quand j'aurai le temps. Si l'idée elle est là, il faut que dans 2 heures la pièce elle soit faite et que je puisse voir si ça marchait ce qu'il y avait dans ma tête ou pas. Et c'est comme ça qu'est né le body qui est notre meilleure pièce. Je me suis levée à 5h du mat, ça faisait longtemps qu'on cherchait. Ouais, c'est ça, on avait une idée. On avait une idée, au milieu de ça. On a fait un melting pot de tout et j'avais pas le truc. Je cherchais tout le temps des systèmes pour pouvoir allaiter discrètement, toujours plus ingénieux. Et j'avais pas le truc. Et puis, une nuit, à 5h du match, waouh, j'ai le truc. J'ai été choper un tissu qui correspondait pas du tout. C'était une dentelle transparente, mais c'était tout ce que j'avais d'élastique là, à la maison. Et je savais qu'il me fallait un truc élastique. J'ai cousu le body. Et en fait, on a vu que ça marchait. Donc, ça n'avait pas de gueule, c'était pas du tout une pièce finie, mais on avait un système qui fonctionnait. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura des retours en arrière et tout, parce que le body, c'est quand même beaucoup plus tard dans l'histoire de notre entreprise. À ce moment-là, on était déjà passé en atelier, je cousais plus toute seule chez moi, mais par contre, je continue de faire les protos. Enfin, toutes les pièces, elles sortent de nos têtes, de mes mains. Le premier proto, c'est toujours moi qui l'ai cousu. Et je pense que ce sera toujours comme ça que ça se passera. Et donc, ce truc pas abouti, on savait qu'on avait notre pièce phare là, qui venait de sortir. On a été à l'atelier, dans notre atelier, on a fait un vrai développement, on a trouvé les matières finales qui correspondaient bien.
Et puis on a sorti notre best-seller de tous les temps sur une idée sortie à 5h du mat d'une machine à coudre en pleine nuit. Donc ça a du bon quand même. Ça a du bon. Ça a du bon. C'est pas facile, sûrement. Et il y a aussi, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire, tu vois, c'est que on se connaît assez pour avoir confiance l'un en l'autre dans ce qu'on va faire, les idées qu'on va avoir. Et là, je me dis, c'est sa façon de créer. Je peux pas brider ça, tu vois. Il faut aussi accepter que y a une façon de fonctionner, et tant que ça empiète pas sur moi, sur nous, sur elle ou quoi, et tant que ça reste quand même raisonnable, tu vois, elle n'avait pas non plus dévalé jusque-là, elle n'était pas dans un état pitoyable ou quoi, tu vois, ça allait encore, on était fatigués, mais on peut mettre ça sur le dos des enfants, tu vois, ils dormaient pas. Donc, ils dormaient pas, on dormait pas. Donc en vrai, c'était juste utiliser le temps de non-sommeil. Ouais, ne pas brider cette création-là, en fait. Tu sais qu'il va y sortir quelque chose. Et en fait, ce que je me disais aussi, c'est peut-être que ce truc-là, ça fonctionnera pas, mais ça nous donnera une idée. Moi, peut-être que je vais réfléchir à un truc, et regarde ton truc là, ça n'avait pas bien marché. Peut-être qu'on peut le modifier. Donc, être toujours dans cette création constante, tout le temps, vraiment. Et c'est aussi l'idée de se dire, on se connaît, on a confiance l'un en l'autre, on sait qui on est, comment on fonctionne. Et je réfléchissais à ça aussi en même temps, et je me dis, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a grandi ensemble. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on se connaît si bien. On est ensemble depuis qu'on a... 18 toi, t'avais 18 ans, moi 18 ans et demi, donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. C'est dingue, ça. Ouais. On a grandi ensemble. Vous connaissiez avant que vous vous mettiez ensemble? Oh, on s'était croisés. Si, dans l'année, on s'était croisés. C'est croisé un kebab. Je me suis dit, ouais, c'est pas ma carte de cantine. Son mec, il mange des bons kebabs. C'est un truc, Ouais. Non, j'avais pas ma carte de cantine. Son mec, il voulait pas manger à la cantine. Il mangeait avec elle, mais il voulait pas manger avec elle. Il m'a dit, vas-y, je t'en paye un. J'ai dit, ok, si tu veux. Et c'est la première fois qu'on s'est vu. Ah, tu l'as rencontré parce que son mec t'a dit? Ouais. Mais vas-y, va bouffer avec ma meuf, tu vois. Non, mais on était à 3. Ah oui, d'accord, ok. On était à 3, il me dit, ouais, en fait, j'ai pas envie de manger avec elle, et toi, t'as pas de carte de cantine, vas-y, je te paye. C'était un couple en fin de vie. Hein. Ouais, j'entends bien, oui. Mais c'est pas là qu'on s'est rencontrés. Mais dis-lui quand même. On a juste mangé un kebab là, hein, et puis on s'est rencontrés réellement un an plus tard. Bah non, pas un an plus tard. Ça devait être genre en mars de 2009. Oui, donc, et nous, on s'est rencontrés en octobre. En octobre. Octobre 2009. Vraiment. On a passé une soirée ensemble. Bah, la deuxième fois où on s'est vu, c'était à cette soirée. La troisième fois où on s'est vu, on s'est mis ensemble. Ouais. Et ça fait 13 ans. Voilà. L'histoire dit que finalement, c'était pas si mal pour l'instant, tu vois. Ouais, jusque-là. On n'attendait rien de cette histoire. Et puis, exactement. Il en est sorti que des belles choses. Ouais. Et pour revenir à ce truc de la créativité, il faut savoir qu'il a été quand même très patient avec ça parce que je suis une meuf qui est 10 000 passions en même temps. Ouais. Je peux me passionner pour tout et que ça prenne beaucoup de place dans ma vie d'un coup. Je peux me dire, waouh, j'adore faire les ongles. Et puis, je vais faire ça 4 heures tous les 2 jours. Et pendant un mois. Ouais. Et acheter des machines. Un matériel professionnel. Faire ça comme une professionnelle. Ouf, vraiment. Vraiment. Hein, et me dire, waouh, en fait, c'est ça ma passion. Et je vais faire ça toute ma vie. Et puis, hop, et un matin, elle se lève et en fait, elle n'a plus rien à foutre. J'ai trouvé un nouveau truc. Je vais faire encore un nouveau truc. Et donc, ça fait 13 ans que j'ai des passions pour... Moi, maintenant, quand même. Pour tout. Ouais, bah. J'ai moins de temps aussi. Ouais, et puis tu t'es canalisé peut-être. Ouais. Après, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de destin choisi sur les passions qu'on a et tout. En effet, on évolue. Mais je m'autorise à penser... Alors, je prends un exemple qui a sûrement rien à voir, mais tu vois, ta passion pour les ongles, ça t'a sûrement appris, mine de rien, un sujet sur les couleurs, sur les teintes, sur qu'est-ce qui brille plus ou moins bien. Mine de rien, c'est peut-être aussi quelque chose qui te sert aujourd'hui dans tes processus créatifs, peut-être pas dans les matières et tout, tu vois, peut-être dans les processus créatifs. Ça m'a servi à apprendre le perfectionnisme. Exactement, tu vois. Et d'être méticuleux. Parce que quand tu commences à peindre des petites fleurs sur la surface d'un ongle, tu vois, faut faire des trucs quand même minutieux. Et mine de rien, dans le travail par la suite, des pièces de plus en plus compliquées et tout, ça m'a servi à pas bâcler les choses parce que t'as besoin d'être... Il y avait ça, mais j'allais dire même que ça a créé une espèce de... comme une toile de processus créatif, de toutes ces choses-là qu'elle a appris et qu'elle sait faire. Dans tous ces processus, ça s'est lié et ça rend le processus créatif beaucoup plus facile. Parce que tu as toutes tes expériences dans n'importe quel truc et c'est quelque chose qu'on sait faire, elle comme moi, à prendre une expérience ou quelque chose qu'on sait faire et en fait l'adapter en se disant attends, moi je sais faire ça,
bah, je vais le faire comme ça, pour ça, et on verra si ça marche. Mais c'est ça, en fait, on est la somme de nos expériences. On accuse un peu les gens de dire mais tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais pas, machin. Regarde, tu te passionnes pour un truc et puis après tu passes à autre chose. Ouais, en fait, t'apprends des techniques, t'apprends plein de choses. En fait, mine de rien, t'apprends des choses qui, en plus, avec beaucoup d'enthousiasme, et donc tu vas apprendre certaines choses qui vont quand même assez souvent, quand on s'autorise à le faire comme vous l'avez fait, amener quelque chose qui va transcender tout ça, tu vois, qui va piocher à droite à gauche. Et voilà, peut-être que demain, dans les collections de Siganet, on aura, je sais pas, des trucs assortis ongles. Pas prévu. La collection Shiny. Voilà, tu vois. Non, mais je sais pas. Peut-être qu'il y aura des choses inspirées de ça, tu vois. Oui. Parce que tu as d'autres petites passions. Je trouve ça fascinant et c'est bien de le dire aussi parce qu'il y a trop de gens qui sont accusés, je trouve, dans la vie, et nos enfants les premiers, de se passionner pour un truc et puis de passer à autre chose, tu vois. Parce que tu sais, nous on aime bien dans le modèle français que tu as trouvé le même emploi, tu vas le faire toute ta vie, tu as trouvé ton boulot, tu feras tes voilà, tu as ta passion, tu machin. C'est totalement l'inverse de nous deux. Ouais. Et c'est super. 100%. Et c'est super, mais ça faut l'accepter aussi, tu vois. Et alors à quel moment, du coup, le business se développe? Je reviens un petit peu sur ma chronologie. Ouais. Le business se développe, tu es toujours en micro-entreprise, Vincent t'aide, donc il a son métier à côté. Ouais. À quel moment vous basculez dans moi, Vincent, j'arrête mon activité et c'est full Tiganet, quoi. Ouais. Alors, j'ai cousu comme ça toutes les pièces et en gardant tous les deux une double activité pendant 2 ans et demi. Non, 1 an et demi, ouais, je dirais. Jusqu'à la grossesse de notre dernier enfant. Où là, il a fallu se rendre à l'évidence. On avait de plus en plus de succès. Je me retrouvais à coudre une centaine de pièces identiques. Et ça, pour le coup, c'est tout ce que je déteste faire. Il n'y a pas de créativité. C'est de la tâche à la chaîne, c'est faire toujours la même chose et c'est mettre mon cerveau en off et je déteste ça. Et vraiment, là, je commençais à détester ce qu'on était en train de faire. Coudre toujours plus les mêmes choses, ça enlevait tout le plaisir que j'avais à coudre. Évidemment, quand tu lances un business, tu peux pas te dire ouais, j'ai la flemme, j'arrête pendant 15 jours. Hein. Mais il a fallu trouver un modèle économique qui nous convienne et où on retrouve du plaisir et où on retrouve du temps. Parce que tu imagines bien que quand on commence à coudre 100 pièces identiques, ça commence à te bouffer chaque minute qu'il te reste de tout ton temps libre. Et en fait, il y a eu un ras-le-bol commun. Ouais. Moi, je lui dis, du bruit au quotidien, du stockage. La casquette, on n'a plus de place. On n'a plus de place. On avait un appartement de 75 mètres carrés, du coup, avec 2 enfants en plus, un 3e qui arrivait. Le salon, on avait 35 mètres carrés, plus de 20 mètres étaient pris pour le stockage des cartons, du tissu, des machines, des machins. Ouais. Et les machines qui s'arrêtaient pas de. C'est sympa d'être reçu chez vous à ce moment. Ah bah, personne n'était. On pouvait pas. Si on l'avait, mais à l'extérieur. On disait, je peux pas venir. Ceux qui venaient, on disait, on va faire quoi ici de toute façon? Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chez vous. Bah oui, je vais te montrer une photo, tu vas voir. Il y a des bouts de tissu partout, il y a des rouleaux, il y a des. Ce qu'on va faire. Donc non, il y a eu un ras-le-bol général. Je lui ai dit, moi, je veux plus entendre les machines. Ça y est, c'est mon cerveau. Les machines, elles ont bouffé mon cerveau là. Je peux plus. Et je lui dis, et je vois que là, t'es en train de. Enfin. Je vois que toi aussi, c'est pas possible. Elle me dit, ouais, moi j'en ai marre, je veux plus coudre ça, là, c'est plus mon truc. Je dis, ok, on va trouver on va essayer de se mettre d'accord avec nos envies, nos attentes, et puis on va trouver. On avait commencé d'abord par faire à l'étranger, ce qui ne nous correspondait pas forcément, mais on nous avait dit, ouais, mais testez, tu vas voir, je vais C'est pas tellement ça, c'est que pour le coup, nous, on était des novices du textile et on avait 0 connaissance, aucun carnet d'adresse, pas de contact. Aucune idée ni des prix que ça coûte, ni de comment ça se passe pour réussir à entrer en contact avec un atelier. Tout ça, c'était très, très opaque, très difficile pour nous. On n'avait pas peur de le faire, mais c'était, tu te dis... Et Vincent, il avait un cousin qui avait une marque de fringues. Et donc, il nous a dit, moi, je fais au Pakistan. Si vous voulez... En gros, je fais votre intermédiaire parce qu'il faut échanger en anglais avec son fournisseur qui est au Pakistan. C'était tout un bordel. Et puis, on essaye une première prod et vous voyez ce que ça donne. Les échanges ont été... la prod de l'enfer. Non, les échanges d'abord ont été compliqués. On lui envoie un proto avec un dessin, avec un truc qui nous envoie... Ça n'a rien à voir.
Voilà. Une jupe qui monte jusqu'à là et un crop top par-dessus. C'est pas du tout ce qu'on a demandé. Alors que c'était une robe. Enfin, on lui a envoyé une pièce complète et des patrons. Et le gars n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Ça va être poussif, cette affaire. Et là, on s'est dit, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, en fait. On l'a fait. On a fait 100 pièces. Ouais. On a réussi. On les a vendues. Et après, j'ai dit non, c'est pas ça. Et on s'est dit, ça va à l'encontre de nos valeurs. C'est compliqué, c'est pas fluide, on se comprend pas. Ça traverse le monde, c'est long. Parce que pour faire parvenir un colis au Pakistan, il y en a pour 3 semaines. Pour que ça revienne, pour te rendre compte qu'ils ont fait un truc mauvais, il y en a pour 3 semaines. Pour qu'ils comprennent comment rechanger et te renvoyer un truc, il y en a pour 3 semaines. Avant que tu leur donnes le go. Quand c'est à Paris, dans la journée, c'est fait. Dans la journée, on sait, il y a une modif, on fait ça, ok, go. Et demain, ça peut partir en prod. Donc, ça n'allait pas, ça ne nous convenait pas. On n'a pas baissé les bras et on s'est dit, écoute, si on trouve un atelier en France, on commence à chercher sur Google. Et puis, on est en contact et on prend rendez-vous avec un atelier qui est à Paris. On va les rencontrer. Ça matche bien. C'est des jeunes, ils ont notre âge. Ils sont emballés par le projet. Ils nous annoncent des prix, on tombe un peu de notre chaise parce que on prend en pleine face la réalité. On ne sait pas combien de pièces on veut faire. On n'a pas de trésorerie parce que notre business, à ce moment-là, nous permettait de faire l'argent dont on avait besoin pour vivre, mais pas de surplus. Donc, et à la fois, nous, on avait de l'argent de côté en perso, mais on ne voulait pas l'investir dans notre entreprise et se retrouver à poil. Et si ça ne marche pas, t'as tes 3 enfants et c'est finito, quoi. J'en profite juste pour rebondir là-dessus par rapport à ces peurs qu'on peut avoir avec l'argent. Je vais recommander un autre podcast qui s'appelle Histoire d'argent de Fabrice Florent. Je vous invite à, si vous voulez, vous le connaissez pas, à l'écouter et à l'auditoire. Et si jamais, j'en profite aussi pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir aux propos qui sont tenus, à l'histoire, que ce soit maintenant ou plus tard dans l'épisode, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous vous dites mais attends, mais what the fuck, vous pouvez aller sur le lien en description de l'épisode qui s'appelle SpeakPipe pour donner votre ressenti, votre avis, et je vous répondrai dans le podcast. Pour rebondir sur ce que tu dis toi là, c'est juste notre pure et simple expérience. On n'a pas de, c'est pas la vérité, enfin c'est pas la vérité qu'on raconte, c'est notre vérité, tu vois. Bien sûr. C'est notre chemin. Ça se trouve. Je trouve ça hyper intéressant, si tu veux, que d'un côté, il y ait cette volonté de. À ce moment-là, toi, tu avais arrêté ton activité ? Quand on est passé en atelier, c'est le moment où j'ai dit vas-y. Il a arrêté, j'ai arrêté. On est passé en entreprise. On est passé en entreprise. C'est-à-dire que ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a un moment où vous êtes capable, par rapport à votre temps, par rapport à votre temps de travail, tu vois, à votre temps personnel, de vous dire ok, on investit tout. Mais les économies, on va faire attention. Alors qu'en fait, justement, c'est un vrai cap, mais c'est un vrai cap à franchir. Hein, de se dire, je vais tout mettre, vraiment tout. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est extrêmement. Ça, c'est chaud. C'est ce que vous avez fait alors ou pas au final ? Non. On s'est débrouillé pour pas le faire. En fait, avoir une sécurité, on s'est dit en fait. On avait besoin de cette sécurité pour les enfants. Et oui, on l'aurait fait si on était 2 adultes avec juste notre vie à gérer, parce qu'en vrai, ton business, il s'écroule, tu vends ton appart, puis il se passe rien. On l'aurait fait, on le sait qu'on l'aurait fait parce qu'on est un peu fou. On est mais fou, quand tu as réellement. 3 enfants, c'est pas la même chanson. Ouais. Tu vois, ils dépendent de toi. Tu peux pas te dire autre. On vivra en caravane. Non, impossible. Alors qu'on aurait pu. On aurait pu. Caravane, juste à 2 sans problème. Et donc, à ce moment-là, on trouve notre atelier qui nous annonce les prix. On se dit, OK, on n'a pas de trésor pour pouvoir payer une première prod. Et surtout, on n'a pas envie de prendre ce risque de faire un pari. Et la banque, elle nous a dit... Et la banque, on va la voir. Et nous disent, la banque, reprenez un travail normal. En même temps, vous êtes bizarre, vous. Ouais, c'est clair. On dit, vous faites quoi ? Vous faites des posts Instagram, des vêtements d'allaitement, mais qui vous êtes ? On est arrivé avec notre business plan. Ils nous ont dit, il est où votre business plan ? C'est un sondage Insta. Moi, j'ai fait un sondage. Les gens ont dit, on va acheter. Elle a dit, ça, c'est pas un business plan. Ouais, mais c'est plus vrai que si je te fais un business plan sorti du chapeau. Donc, parce ils nous regardent avec des yeux comme ça, mais vous reviendrez dans 2 ans ou 3 ans. Ils ont dit, là, on va pas vous suivre, hein, mais allez-y. On y a été quand même. En fait, on a fait du crowdfunding. On a fait j'ai dit, il faut qu'on fasse une première campagne Ulule. Ce qui nous a donné exactement la répartition dont on avait besoin, la trésorerie dont on avait besoin, et qu'on a pris 0 risque parce qu'on n'a pas
créer du stock, on n'a pas dû faire de la publicité ou des promotions pour pouvoir écouler un stock qu'on avait vu trop grand. On a fait juste ce qu'il fallait et on s'est confronté pour la première fois au monde de la prod. Le monde de la prod, c'est un espèce de tas de galères qui s'enchaînent les unes sur les autres. Et quand tu penses avoir trouvé une solution, tu verras qu'à la prochaine prod, tu as un autre problème auquel tu n'avais jamais été confronté et il n'y aura jamais une prod qui sera facile à sortir. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus frustrants qu'il y a dans la prod. C'est-à-dire que tu as beau avoir anticipé tous les problèmes, il y a un nouveau problème. Ouais. Un nouveau problème. Tu peux pas savoir d'où il va venir. Et ça a été un autre pas dans notre entreprise parce que jusqu'alors, on comptait sur nous. S'il y a une erreur, c'est qu'elle vient de toi. Et là, en fait, tu as des gens extérieurs qui peuvent te bousiller ton entreprise d'une grande facilité. Ah ouais. Et donc, il a fallu apprendre à gérer ça, gérer de l'humain. Parce que nous, on a une très bonne communication, on sait se parler, on sait comment on interagit ensemble, on sait comment faire passer les messages et tout. Quand tu parles à des gens extérieurs qui ne comprennent pas l'implication que leur connerie peut avoir dans ta vie, c'est plus compliqué. Et dans ce cas-là, je peux devenir très mauvaise. Et vraiment, je ne sais pas dans si... Dans ce cas-là, c'est moi qui prends le relais de la communication avec les gens. Allez, tu vas être gentil, tu vas reprendre parce que je vais les fumer. Il y a beaucoup d'impulsivité dans cette petite dame. Ouais. Des fois pas bien placée. Ouais. Et du coup, c'est là où il faut savoir jongler. Tu vois. C'est que moi, j'ai des périodes en tête vraiment où ils nous ont fait des grosses galères. Tu sais, où tu as fait une prévente, tu as vendu 1000 pièces que tu as promis pour Noël parce qu'on était hyper large. Genre, normalement, ça partait le 1er décembre. Et tu te retrouves en pleine période de vacances scolaires avec tes 3 enfants qui sont dans un entrepôt non chauffé le 22 décembre en train de faire des cartons parce qu'ils ont pris tellement de retard que là, on est en train de tout envoyer et qu'on sait très bien que tout ne sera pas sous le sapin. Et potentiellement, en plus, avec un coût d'envoi. Oui, supplémentaire. Supplémentaire. Bah oui, parce que tu envoies en express et tout. Enfin, en plus, tu réduis en plus ta marge. Oui, monsieur. Oui, exactement. Et en plus... tu fais des déçus parce qu'on leur a dit ça sera là avant Noël. Ouais, c'est pour sous le sapin. Tu peux pas tu payes plus cher. Le cadeau de Noël. Elles sont déçues parce qu'elles ne l'ont pas au moment où elles le voulaient. Bah non, gars, on a tout faux en fait. Et en plus de ça, c'est pas notre faute, mais c'est toi qui dois gérer ce problème et c'est ton image qui prend cher et c'est pas l'image de l'atelier qui a déconné, tu vois, parce que ça, le client, il s'en fout de qui a déconné. Le résultat, il est là. Tu lui as promis quelque chose, c'est pas là. Et il a bien raison. C'est normal. Et il a raison. Et c'est normal. Au même titre que quand notre bureau d'études déconne, on dit que c'est eux qui déconnent, mais souvent, c'est pas eux qui déconnent. C'est tous ceux avec qui ils travaillent au-dessus, tous leurs sous-traitants d'une manière générale, qui, à n'importe quel moment, peut te faire un truc. Et nous, c'est pareil. On est les clients. Du coup, comme nos clients disent je m'en fous que ce soit eux, c'est toi, c'est pareil. Je m'en fous que ce soit eux, c'est toi. C'est pareil. Et du coup, moi, j'ai tendance à me mettre dans cette place-là. Donc, je sais que je peux être client et je peux être le fautif. Le client, dans la plupart des cas, notamment dans la vente directe, ce qu'il voit, c'est le résultat. Ouais. Et oui. C'est tout. Exactement. Le processus, c'est pas son problème. Exactement. Tu vois, autant dans des processus créatifs. J'ai une amie qui fait des dioramas, si tu veux, de figurines, machin et tout. Enfin, c'est un client qui achète une pièce, il voit que c'est fait à la main, machin. Il peut comprendre qu'il y ait des retards parce que tu voulais telle couleur de telle peinture spéciale et en fait mon fournisseur n'est pas dispo tout de suite. Tu vois, tu peux faire ça, tu peux jouer à ça, mais quand tu vends 1000 pièces d'un truc produit, ça marche pas. Ton client, il voit le résultat. Donc ça, tout processus entre, c'est pas son problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Et c'est normal. Ça n'a pas à l'être. Non. Exactement. Mais ça a été un vrai chemin de réussir à comprendre déjà les rouages de la prod quand t'es pas issu du métier, parce que les gens qui lancent des marques, la plupart sont soit issus d'écoles de mode, et donc pendant leurs études, ils ont appris comment marche l'industrie de la mode, ou alors ils sont issus d'écoles du commerce, et ils savent comment marche le commerce, et du coup, ils sont suffisamment en avance sur les délais pour pouvoir pallier à ce genre de loupé et tout ça. Nous, on est partis, on a appris sur le tas au fur et à mesure de la sortie des prods. Moi, c'est le meilleur. Non, mais j'adore. Tu sais, je vais te dire un truc. Ce qu'il y a de très vrai dans ce que tu dis, sur lequel je n'ai aucun débat, ça se vaut dans beaucoup de secteurs, y compris pour les salariés des entreprises, c'est que quand tu apprends comme ça en sortant d'école de commerce, que tu as appris à calibrer, que tu as appris à maîtriser, et que tu y arrives, en plus, dès le premier coup, généralement, ce qui va se passer, c'est que le jour où ça va merder, tu vas être en panique totale. Parce que tu sais pas pourquoi. Et l'avantage de commencer par être en panique totale, c'est que toi, vous, du coup, il y a des problématiques qui peuvent vous amener des petites angoisses,
qui peuvent amener des problématiques qui se présentent. Vous avez connu déjà tellement pire que vous allez glisser dessus, vous allez gérer. Là où d'autres personnes qui sont habituées à être dans la maîtrise totale, sombre, quoi. Et moi, je l'ai vécu, puisque moi, tu sais, mon parcours pro, j'ai commencé équipier chez McDo, tu vois. Et je me rappelle je sais pas si t'imagines, chez McDo, je me rappelle de Rush, où on n'avait plus de caisse informatique. Je te laisse imaginer. J'ai travaillé chez Quick et ça nous est arrivé aussi. Voilà, je te laisse imaginer. Et moi, je me rappelle à ce moment-là, tu vois, il faut trouver des solutions. Et je me rappelle d'une personne qui avait été embauchée manager et qui sortait d'une école. À l'époque, ça arrivait de temps en temps, qu'il y ait des pannes électriques. La personne, en fait, elle a fini en larmes, la pauvre, hein, tu vois. À un moment, et elle te dit, mais comment ça se fait que toi, ça va? Parce qu'on a connu pire, tu sais. Enfin, ouais. Tu vois. Et ça va changer quoi? Tu peux te mettre dans un état de malade? Qu'est-ce que ça va changer? En fait, c'est comme la parentalité, tout passe. Oui. Tout passe. Mais l'avantage, c'est que tu as cette expérience-là. Et donc, vous apprenez sur le tas. Ouais. On apprend sur le tas et maintenant, on fait des prods où il y a presque plus de problèmes. Et tu te rends compte que là, on n'a eu que 2 problèmes. C'était facile, du coup. Tu vois. Mais il y a des moments où on fait des prods et on se dit, on n'a pas eu de problème encore. C'est bizarre. À quel moment ça va arriver? Ouais. Et ça, c'est bizarre. Et quand la prod arrive et qu'il n'y a pas encore de problème, tu dis, il y a un truc qu'on n'a pas vu à un moment. Il y a ça où le transport, il va mal se passer. On va perdre un truc. Ouais. Ça va pas manquer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La dernière prod, on s'est dit, là, un quart de notre prod. Nickel. Non. Et puis là, toutes les tailles qui arrivent. Un colis qui part pas. Il est resté à l'aéroport. 8 semaines. 1 mois et demi pour retrouver. Ça, c'est dingo. Ouais. Oui. Et là, tu dis. Parce qu'encore une fois, t'étais client derrière. Bah ouais. Bon, ceux-là, on les a pas. Alors là, on avait dû sentir le truc, je pense. Ils n'étaient pas encore en ligne. Ouais. Du coup, par contre, on avait une vraie deadline parce qu'ils devaient être présents au salon du Made in France. Et on s'est retrouvé à exposer que de la taille 2 et de la taille 3. Et il n'y avait pas de taille 1 pour personne. Bah, tant pis. Ah, mais t'es là, ouais, mais quand même. Ouais, bah, tant pis. Ouais, ça va changer quoi, de toute façon. Ça va changer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Bah, on les a pas. C'est comme ça. Tant pis. Et puis, j'ai essayé d'être gentille. Donc, du coup, je leur ai dit, va retrouver le colis, on va être patient. Au bout d'un moment, j'ai plus été patient et je lui ai dit, il y a quand même 20 000 balles de marchandises. Donc maintenant, il va falloir faire marcher ton assurance et me rembourser. Il m'a dit qu'il n'avait pas pris d'assurance pour ce colis. Donc là, je l'ai fumé, du coup. Et il a été le retrouver. Et il l'a retrouvé. Enfin, dans tous les cas, à un moment, assurance ou pas, juridiquement parlant, vous allez... Bah ouais. Voilà, ça pourrait plus de temps, tu vois. Mais... Ouais. Normalement, des engagements... Retrouve-le. Ouais, à un moment injuste, pardon, je suis désolée, ça va pas suffire. C'est pour 20 000 balles. T'as mon argent, mon gars. Hein. T'as mon argent et mon image, t'es en train de te foutre de moi, là. Et puis non, mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, si t'as ton argent, ton image, mais t'as aussi les activités extrascolaires des enfants, potentiellement une partie qui va pour leur avenir. Vous avez, alors je le dis, on l'a pas évoqué, mais vous avez changé de maison entre-temps. Il y a peut-être un crédit derrière. Enfin, c'est 20 000 balles, c'est ça aussi, tu vois. Et oui. C'est ça, là, tu vois. Vous n'êtes pas H&M, tu vois. Non. C'est pas, on perd un colis d'20 000 balles. C'est pas grave. On a perdu un colis d'20 000 balles, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a d'autres implications dans la vie des entrepreneurs familiaux, comme ça. Exactement. C'est vraiment très différent. Et ça, faut le comprendre. C'est là que tu te rends compte que tu es tout le temps sur la corde. Dans notre taille d'entreprise, en tout cas. On est tout le temps sur la corde. Il y a des prods, on les a lancés, on s'est dit, all-in. Ouais. Et là, il te tombe c'est souvent le Covid. Ce qui se passe. Et là, tu viens de mettre tout ton argent. Là, pour le coup, on avait investi tout l'argent, toute la trésorerie de toute l'entreprise dans une prod. Parce qu'on savait, c'était la deuxième fois ou troisième fois qu'on vendait ça. On savait que ça se vendrait très bien. On savait que ça allait se vendre parce que les gens adoraient ce produit. Adorait notre tissu, il est incroyable. Et on s'est dit, Cédric le sait très bien, il le porte. Tu vois, le molleton, il est fou. Hein. Il est fou et je le porte, ma compagne le porte. Ouais. Et ta fille le porte. Nous, on les a tout le temps. Et c'est très doudou, quoi. C'est un câlin. Ton vêtement, tu fais un câlin tout le temps. Donc, Du coup, cette prod-là, on s'est dit, c'était pas une prod risquée. Donc on pouvait mettre tout l'argent pour produire le maximum parce qu'on savait qu'on allait tout vendre. Et là, on nous appelle, on nous dit Covid, on fait les masques français. On peut plus coudre. On peut plus coudre pour vous là. Et on sait pas pour combien de temps. Sauf que nous, on a 0 €, tout est parti. On va vivre comment 0 là si c'est pendant 6 mois, on fait quoi? Et vous avez payé vos factures à votre prod? Ouais. Non, on est sympa, nous. On paye rubis sur l'ongle, monsieur. On paye toujours à l'avance. C'est chaud, mais c'est comme ça aussi que tu as les meilleures relations. C'est-à-dire que en tout cas pour nous. Non, mais c'est pas, il y a zéro critique sur le fonctionnement, tu vois. Au contraire, moi personnellement, par ailleurs, mes prestataires, je les paye. Moi, je n'ai pas de délai de 60 jours. Ils m'envoient la facture. Elle est payée intégralement le jour même. Elle est dans les 2 jours, tu vois. Voilà, parce que des fois, je suis pas sur l'ordi ou quoi. Mais parce que je sais aussi que moi,
en tant que prestataire aussi, des fois, pour mes clients avec qui je fais des sponsoring, j'apprécie grandement les clients qui me payent, la facture est sortie, le paiement arrive dans la semaine. Je trouve ça cool, tu vois. Oui. Ce qui m'interpelle, c'est du coup, merde. Ah ouais. Pas de bol, quoi. Là, on a eu chaud. Et alors, il faut savoir que quand on a mis tout cet argent, on avait fait une prévente. Donc, il y avait les mamans allaitantes qui attendaient leur pull, leur pull en molleton, qu'on n'allait pas leur livrer en août, quoi. Et il a fallu commencer à annoncer que, pour l'instant, on ne saurait pas. C'est ça le truc, c'est que c'était prévente. Donc en fait, tu te dis, on risque rien parce que c'est pas vraiment notre argent, c'est les gens qui ont déjà acheté. On a investi tout l'argent parce qu'on a fait une prod plus grosse. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'on fait une petite prod qui se vend très vite. On lance des précommandes, on fait les précommandes et souvent, on en fait un peu plus. Et comme ça, celles qui ont loupé les précommandes, au moment où on envoie les précommandes, on a un petit stock qu'on peut mettre en ligne tout de suite. Donc, on avait investi tout l'argent. Il n'y avait dans plus cette rien. Prod, il restait plus rien. Donc là, on n'a pas eu le choix. Alors on s'est dit, il faut dire aux gens direct. Ouais, là, on va leur dire désolé. Là, on fait carte de l'honnêteté. Notre atelier fait des masques Ouais. français. T'as pas le choix. On sait que vous avez tous dépensé de l'argent chez nous. On vous demande juste d'être patient et si vous voulez pas, on vous remboursera. On savait pas comment on allait rembourser, il restait rien. Si tu me demandes de rembourser, je vais te rembourser, tu vois. Alors, on a beaucoup parlé du coup là vraiment du business. Ouais. Pour aller vers la fin de cet épisode, il y a vraiment deux axes qui m'interpellent. C'est, voilà, vous traversez tout ça ensemble. Comment ça va le couple dans ces périodes-là? Parce que, ok, on s'entend. Ok, j'entends, il y a une belle complémentarité et vous êtes vraiment beau à voir parce que là, vous qui nous écoutez, vous les voyez pas en plus. Il y a les petits gestes, il y a les petits regards de temps en temps. Il y a vraiment, quand il parle, il y a vraiment quelque chose de très très beau dans ce couple et je tiens à le dire moi-même. Merci. Mais quand même, au milieu de la tempête, il peut quand même y avoir des angoisses, il peut quand même y avoir des coups de nerfs, il peut quand même y avoir des coups de sang, il peut quand même y avoir... tu vois, sans parler de grosses engueulades, mais comment est-ce que votre couple fonctionne pour tenir face à ces tempêtes-là? Je pense qu'à ce moment-là, il était plus solide professionnellement que personnellement. Ouais. Parce qu'on était dans la tourmente des enfants en bas âge. Et donc, on était des très bons collègues. Parce que je crois que notre entreprise n'a jamais mis à mal notre couple ou notre cohésion. Parce qu'en fait, on n'a jamais été en désaccord dans l'entreprise, tu vois. On s'est jamais dit, non, moi, je prendrais une autre issue. Si on fait un choix, c'est qu'on est OK pour ce choix tous les deux. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Je lui ai dit, tu sais, tu m'as dit fais ça. Je sais que non. Parce que si je le fais, tu as quelque chose en tête. Et derrière, quand tu vas devoir reprendre le relais, tu le feras pas bien. Parce que c'était pas ton idée, tu n'étais pas d'accord avec moi. Bien sûr, ouais. Et donc, tu vas mal le faire. Et moi, je préfère qu'on fasse rien plutôt qu'on le fasse mal. On appelle ça des prophéties autoréalisatrices. C'est quand tu n'es pas convaincu par une idée, qu'on te force à la faire. Forcément, ça va pas marcher. Enfin, c'est pas moi qui. En fait, même inconsciemment. Moi, je la force pas, mais elle se forcerait à le faire parce que tu vois, vois, je le dis. Oui, tout à fait. Et du coup, elle le fait mal. T'as bien fait de le préciser quand même. Mais ça marche même sans être en couple. Dans l'entreprise, concrètement, moi, j'ai accompagné des centaines de collaborateurs et de collaboratrices. Quand une personne, et en plus, le pire, c'est que quand tu manages beaucoup des équipes d'un certain nombre, tu vois, moi, je suis allé jusqu'à 30 personnes en même temps, t'as pas l'adhésion de tout le monde, et tu vois bien que, mais c'est l'humain aussi, et ça peut être inconscient. Et c'est là où il faut oser aussi, du coup, là, je reviens à la vision du couple, mais c'est là aussi, il faut vraiment avoir tout se dire, tu vois. Faut vraiment se dire, écoute, oui. moi, je me sens pas. Moi, ça arrive des fois que ma compagne, je lui dise, écoute, ma chérie, en fait, moi, sur le fond, on est souvent d'accord, mais tu vois, sur la méthode, des fois, on n'est pas d'accord. Et je lui dis, en fait, moi, de le faire comme ça, je le sens pas. Je préfère te laisser faire, tu vois. Voilà. Et à contrario, quand moi, je suis sûr de mon fait, tu vois, je suis sûr de comment on va y arriver. Quand je vois qu'elle est pas avec moi, tu vois, qu'elle n'est pas habitée comme moi, je lui dis, écoute, sur ce coup-là, je vais faire tout seul. Ça veut pas dire que je t'écarte ou pas, c'est juste que je vais faire tout seul. Parce que je pense qu'il faut avoir la foi, tu vois, dans le truc. Donc c'est important. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser plutôt bien. Ouais. Complètement. Et du coup, c'est pour ça que professionnellement, on n'avait pas forcément de problème. Ouais. Personnellement, ça, c'était très dur. C'était l'autre point sur lequel j'allais arriver, c'était la vie de famille. Parce que il y a le couple. Donc le couple professionnel, le couple romantique va bien. On parlera peut-être du OnlyFans après. On mettra le lien. Là, à cette époque-là, il y a 3 ans, on peut pas dire que le couple romantique allait bien.
Ah ouais? Non. Ah, mais Je donc. pense qu'on était des collègues et des colocs plus que des... On il était absent, en fait, le ouais. couple romantique. Ouais. 100%. Là, on parle d'une Pour beaucoup de période raisons, où on avait du coup Esteban qui avait 6 ans, Olivia qui avait 3 ans et Alba qui venait de naître. Et l'entreprise à faire tourner. Ouais. Et plus de temps pour nous, plus d'espace mental pour nous et une espèce de... Alors, il y avait Vincent qui était en dépression. Ouais, déjà. mais en fait, je dirais quelque chose. C'est qu'Amélie n'avait plus de temps pour nous, justement. Mais pas que nous. Elle avait plus de temps pour la famille, Esteban, Olivia et moi. Le bébé. Mais c'est son fonctionnement. Ouais. Mais moi, je l'avais prévenu, en fait. Ah, il y a toute une... Je pense qu'il faudrait on pourrait refaire un autre podcast par rapport à ça, si tu veux, pour expliquer la genèse de comment on en arrive là, à ce moment-là. Mais le fait est que c'est très compliqué, que je lui avais dit, je l'avais prévenu, tu sais comment t'es, tu sais comment ça va être. Et aujourd'hui, je suis pas capable de revivre ça encore pendant 3 ans, parce que là, on parle de l'envie de faire un autre enfant. Moi, non, à ce moment-là. Oui, pardon. En fait, c'est que moi, il me fallait absolument un 3e enfant. Vincent, il était. En fait, je l'avais épargné à ce moment-là des 3 ans qu'on venait de passer. Ouais. Je l'avais pris sur mon dos en me disant, écoute, porter la famille pendant 3 ans. On va le faire comme ça, mais à la sortie de ça, un moment où ça va bien, ça y est, on revit. Nous, tu me dis que tu veux un autre enfant. Je suis pas capable. Dans les mêmes travers. Je suis pas capable. Et je sais comment tu vas vivre, comment tu vas être. À ce moment-là, tous les arguments que je peux lui apporter qui sont en fait juste de la logique, je peux pas l'entendre. Elle me dit, ouais, ok, t'as raison. Si, c'est viscéral. Je sais que t'as raison. Je sais que tu as raison à ce moment-là. Et il n'y a rien qui changera. Tout ce que je sais, c'est que moi, il me faut un autre enfant, quoi qu'il arrive. Ouais, je lui dis, écoute, je préfère que tu aies un 3e enfant, que tu sois heureuse avec 3 enfants et que finalement, moi, je parte, plutôt que tu m'en veuilles toute ta vie d'avoir refusé un 3e enfant. Et moi, j'ai pris le risque. Ok, c'est chaud. Tant pis. J'ai une question, alors après, vous répondez pas, c'est très intime. À ce moment-là dans votre vie, parce que bon, une fois que vous décidez de faire un 3e enfant, je pense qu'a priori, sexuellement parlant, ça se déclenche. À ce moment-là dans votre vie, entre l'entrepreneuriat, la vie de famille et la vie sexuelle, c'est quelque chose où vous vous sentiez bien. Je ne vais pas parler de nombre de rapports, non, intéressant. Pas de problème. Mais est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentiez bien? J'essaye de réfléchir. C'est souvent un tabou, tu vois. À cette période-là, comme tout moment où elle voulait un enfant, il y a... Non, mais juste avant, tu vois. Juste avant, justement, dans cette période. J'ai bien compris que t'inquiète, ça. Ça allait à peu près, mais justement, on commençait à retrouver cet équilibre aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En gros, tu es passé par une petite traversée du désert. Évidemment. Un enfant de 2017-2019 à peu près, Olivia. 2 ans et demi. C'est important de le dire, tu vois. Ouais, et c'est ça que moi je lui disais. Je lui dis, mais attends, mais tu te rends pas compte de tout ce qu'on vient de passer là. Ouais. Parce que je t'ai épargné en fait. Et puis toi, t'étais sur les dents peut-être un peu. Mais alors, pas tellement. Ouais, pas tellement en vrai. Parce que je peux comprendre tout ce qui, le corps d'une femme et tout ça. Vraiment, ça, je peux l'entendre. Et puis même ta fatigue à toi aussi. En fait, on était assez ok sur ça. Mais tu vois, c'est important de. Vous aviez posé des mots dessus? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. À ce moment-là, tu vois, parce que à ce moment-là, je l'avais pas fait. Je l'avais épargné de ça justement. C'est ce que je lui ai dit après. Je lui ai dit vraiment. Ce qui se passe souvent dans les couples, tu sais, c'est qu'en fait, les deux sont fracassés. Les deux sont bien d'accord que là, sexuellement, c'est pas un sujet. Pas la priorité. Parce que, voilà. Mais il peut y avoir du romantisme, comme tu dis tout à l'heure. Ah ça oui. Et de l'intimité. Et il y en avait plus. Réellement, on était carrément. Coloc. Mais c'était pas forcément de moi, c'est qu'elle. Ouais, c'était mon fonctionnement. À ce moment-là. Ouais. J'ai un bébé. J'ai juste un bébé. Et moi, je lui dis, mais je veux pas revivre ça, c'est impossible, je peux pas. Et tu vas avoir un enfant, tu vas faire un 3e et ça va être comme ça. Ouais. Et là, il n'y a pas que moi et pas que Esteban. Il y a Esteban, Olivia et moi. Sachant comment ça va tourner, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Et je me suis dit, cette fois-ci-là, je peux pas le porter sur mon dos, comme je l'ai fait pendant 3 ans. Parce qu'en fait, si ça dure comme ça 6 ans, au bout des 6 ans, après, tu te dis, ouais, en fait, salut les gars. Ouais, ciao. Ciao, on fait, qu'est-ce que je fais ici, moi? Bien sûr. C'est clair. Je vais subir pendant 6 ans. On pourra, là, je pense que du coup, l'auditoire va sûrement se choquer un peu en disant, mais à ce moment-là, tu fais pas le 3e, Vincent, enfin. Allons. Oui, mais regarde ce que je t'ai dit. Je lui ai dit, je préfère. Oui, bien sûr. Que tu sois heureuse avec 3 enfants. Heureuse avec 3 enfants, même si on se sépare. C'est ça. Plutôt que m'en vouloir. Puis avec un père qui reste un père que tu as choisi, tu vois aussi. Oui. La réalité, et qu'il avait bien cerné, c'est que de toute façon, j'avais besoin de ce dernier enfant, plus que tout, plus que faire avec 2. Et je sais que je lui en aurais voulu et qu'on aurait fini de toute façon par se séparer parce que... Hyper fort. Ouais.
C'est hyper fort de dire tout ça. Et donc, on fait un troisième enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement ce qui doit se passer. Et moi, cette fois, je t'ai dit, je ne porte pas ça sur mes épaules, c'est fini. Ouais. Et du coup, je lui dis, vas-y. Tu tombes en dépression. Exactement. Ok. Ouais, pour de vrai. Hein. Mais en fait, je me suis pas dit, je vais retenir. Non, j'ai fait ça pendant 3 ans, t'as pas voulu l'écouter. Mais tu pars pas. Non, je pars pas. Non, mais tu vois. Je pars pas. Il part dans le canapé. Ouais, je vis dans le canapé. Il vit dans le canapé, il fusionne avec le canapé. T'as plus d'énergie, t'as plus de volonté, t'as plus d'enthousiasme. Ouais, plus envie. Ça dure combien de temps ta dépression? 1 an et demi, je pense. Le temps qu'elle ouvre les yeux. Ouais. Là, vous voyez pas. J'avoue, j'ai un petit réflexe. J'ai un petit réflexe de regard à Amélie en mode. En fait, t'en as mis du temps. J'ai un mécanisme, beaucoup moins maintenant parce qu'on a vraiment travaillé là-dedans. J'ai un mécanisme de si je dis rien, ça n'existe pas. Ah bah oui. J'aime bien, tout va bien. Ça ne se passe pas. Et donc je vais attendre juste que ça passe en faisant rien. J'avais décidé que. Et puis au bout d'un moment, ça va passer pas en faisant rien. Bah, au bout de 18 mois, je me suis dit mettons les pieds dans le plat. Bah oui. Et moi, je l'avais mis dans cette situation-là. Il m'avait poussé dans mes retranchements, en fait. Et d'un autre côté, alors, je vais juste me permettre de semi te poser une question, semi faire une observation. Tu l'as mis dans cette position-là, et en même temps, est-ce que tu avais un autre choix en termes d'énergie? Non. Tu vois, à un moment, peut-être aussi que, et ça peut être difficile pour un homme aussi de l'admettre, hein, est-ce qu'à un moment, c'est juste que tu étais au bout, quoi. Tu étais au bout de ce que tu pouvais porter, de ce que tu pouvais donner. Tu n'avais pas le choix, fallait que ça relâche, quoi. J'aurais eu le choix de continuer à porter ce truc-là, mais je t'ai dit, je pense au bout des 2 ans et demi, j'aurais pas été heureux, je serais parti. Okay. Mais c'est pas le. J'avais donc, on va dire, j'étais à la croisée des chemins à ce moment-là. J'aurais eu le choix de continuer de me dire, je reporte ça encore 3 ans, mais je voulais pas quitter les enfants. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, on est des colocs, on est des trucs dans le genre. Si je continue comme ça, après, je vais plus l'aimer. Mais je veux pas quitter mes enfants. Ça, c'est un truc c'est impossible. Donc, je me suis dit, allons-y là-dessus. Jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Et qu'elle se rende compte de tout ce que je lui ai dit. Et que j'arrête de l'épargner, justement, de tout ce poids de la famille. Où je l'ai porté jusqu'à là. Je me dis, il faut qu'on le porte à 2, tu vois. C'est plus possible. Parce que du point de vue du genre, vous êtes totalement dans un rôle inversé de. Tu vois. Non, mais c'est là. Mais de tout. Tu vois, de tout notre quotidien. C'est assez. Non, parce que quand on voit Vincent, il y a barbu, le bonhomme, tu vois, le vrai mec, quoi. Tu vois. J'ai des poils. Costaud. Il a des poils et tout. Mais mine de rien, voilà, c'est lui qui, entre guillemets, avec d'énormes guillemets, avait le rôle un petit peu de la femme au foyer, en tout cas qui gère tout le côté de la maîtresse de maison. Ouais, la logistique. Ouais. C'est hyper intéressant, tu vois. Est-ce que tu penses que quelque part, je connais peut-être un peu ta réponse à l'avance, mais est-ce que quelque part aussi dans ta masculinité, dans ta virilité, il y a quelque chose qui te travaille à ce moment-là, quand tu regardes ta vie, que tu te dis, c'est pas moi qui ramène de la thune, je me retrouve à la maison, non? Non, mais il y a des hommes qui se posent ces questions-là, tu vois. Je comprends. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des exemples d'hommes qui disent, non, tu vois, c'est pas le cas. Non. Franchement. Est-ce que à ce moment-là, pour sortir de la dépression, il y a une aide extérieure, un psy? Non. Zéro. Et moi, comment ça se termine cette situation? En fait, alors cette situation, elle trouve vraiment un point culminant. Quand moi je me dis allez, maintenant il faut y aller, il faut mettre les pieds dans le plat. Et j'ai ma vision très étroite de la situation. Ok, il est en dépression, il veut pas tellement l'admettre parce qu'à l'époque quand même il admettait pas que c'était une dépression. Et puis moi j'ai toute la terre à lui reprocher. C'est qu'en fait tout ce qu'il fait ça va pas. Tout. Alors que moi, je porte le reste, que je lui ai laissé beaucoup de temps, que là, il est encore en train de fusionner avec le canapé, qu'il n'y a plus rien qui avance, et qu'en fait, tout ça, c'est de sa faute. Et donc, C'est ça qui t'aide à ressortir? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qui l'aide à ressortir du tout. Mais elle pensait que j'étais dans le déni. En fait, si tu veux, ce qui m'a fait rire, c'est que je sais que je lui disais que j'étais pas dans une dépression parce que à ce moment-là, je me disais que ça allait lui créer un moyen de fuir, justement. Je suis pas en dépression, je sais pas comment te dire. Ouais, je le suis, mais je lui disais non parce que pour moi, elle aurait pris le chemin pour son vrai. C'est pas ma faute. Oui, c'est pas ma faute. Il est en dépression, c'est lui, du coup. C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est quand même très calculé de ton côté. 100%. Tu vois, c'est vraiment très stratégique dans ce que tu fais. Mais vraiment. Hein. Il a décidé de nous mettre dans cette situation pour voir si on s'en sortirait. Et donc, je profite d'une évasion où, alors, on est quand même
Post-Covid, on n'a toujours pas le droit de sortir. En plus, on est des très mauvais citoyens. Donc, nous, on n'a pas le droit de sortir du tout, de faire des choses. On profite d'une petite réouverture des droits où on est invité dans un hôtel avec les enfants. Et on a une soirée où les enfants sont gardés par des babysitters et font leur petite soirée pyjama. Pendant que nous, on mange dans la chambre juste tous les deux. Je me dis, c'est le moment ou jamais. Je savais. Hein. Tous les deux. Ils savaient que ça allait arriver. On était dans la pire période de toute notre vie. Donc je dis, là, va falloir peut-être qu'on parle de la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis, moi, je vais créer un électrochoc. Parce que moi, je ne suis pas une calculatrice. Mais de rien, jamais. Je me dis, allez, on va déclencher le truc, il faut mettre les pieds dans le plat. Et je me dis, je vais juste avoir besoin de un peu vider mon sac. Il va l'entendre, ça ira mieux. Et puis demain, tout est parfait. Et parce que la vie est très simple chez les bisounours. Et donc, je lui expose ça, il entend. Il me dit tout ce qu'il a à me reprocher aussi. J'entends évidemment qu'il n'y a rien qui va de mon côté non plus, que la situation elle est difficile, qu'il ne s'est pas retrouvé tout seul dans cette merde. Et je lui dis, du coup, qu'est-ce qu'on fait, un divorce? Et il me dit, ouais. Et là, moi, j'ai un électrochoc. Je me dis, c'est pour de vrai, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais que je veux pas ça. Lui, il sait que c'est dans son calcul. Mais je sais moi, que, pas du tout. ce que physiquement, à ce moment-là, dans sa question et dans son regard, ce que je lui donne, je sais que là, ça va être une gifle gigantesque. Et là, je me dis, ça y est. Mais tu sais quoi, vraiment, elle a dit ça, je lui ai dit, on divorce. Et là, d'un coup, je lui dis, en fait, on m'a pris, ça y est, mon poids, il est parti. Parce que maintenant, elle est en capacité de comprendre toute la situation. Ouais, toi, t'avais pas saisi le danger, en fait. Non. Et donc, surtout, j'avais pas saisi mon implication là-dedans. Ouais. Tu vois, c'était de sa faute. Sa faute et son problème de dépression et que et que il a pas envie de s'en sortir en fait. Donc c'est de sa faute. C'est pour ça que je n'ai pas accepté à ce moment-là où elle le dit, t'es en dépression. Je dis non parce que je savais exactement que ça allait. Oui, en fait, moi, de ce que je comprends, c'est que si toi, tu reconnaissais que tu étais en dépression, toi, tu pensais qu'elle allait te répondre, écoute, c'est ton sujet, donc maintenant, tu vas voir un psy, exactement. Tu te débrouilles et tu reviens en forme, mon petit. Exactement. C'est ça? Exactement. Tu reviendras. Fait, je pense. Okay. Je pense. Ok. C'est sûr. C'est une partie de risque, le truc. Fais-toi soigner tout ça, là, et reviens quand ça ira mieux, mon gars. Et donc, en fait, à partir de là, il a fallu réellement mettre de l'eau dans son vin, revoir toute notre façon de vivre, tous nos acquis, toutes nos habitudes, et se dire, OK, comment on va faire pour que ça aille mieux? On a besoin de temps pour nous. Il faut qu'on confie les enfants. Il faut qu'on trouve du vrai temps pour nous. Il faut qu'on reparle de nos envies, de comment on veut se retrouver. Il faut qu'on s'éloigne du maternage proximal. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se retrouver à deux dans notre lit, on a besoin de... Là, on parle quand même de presque 6 ans non-stop de maternage proximal avec un bébé dans son lit en cododo, pas toujours le même, mais tu vois, une qui grandit, l'autre qui prend le relais, des tétés non-stop, des bébés en portage. À ce moment-là, on s'est dit, OK, faut tourner la page et il faut penser à nous parce qu'en fait, l'erreur bête, c'est de tout donner pour tes enfants. Alors qu'une fois que tes enfants ils sont grands, ce qui reste, c'est ton couple. Si tu l'as pas entretenu avant, ce sera trop tard. Ce que je sais lui dire, mais qu'elle n'entendait pas. À ce moment-là, elle me dit, mais c'est pas grave, ça reviendra. C'est ça. On a le temps. T'inquiète, c'est quoi 3 ans non. dans la vie, mais 3 ans à passer l'un à côté de l'autre. Exactement. Non, mais je vous dis, moi, il faut laisser. En fait, il faut un minimum. On peut pas être à 0. Parce que si on est à 0 pendant longtemps, c'est fini, il n'y a plus de nous. Ouais. Quand tu vas te réveiller dans 6 ans et que je t'aurai dit, salut, je m'en vais, tu vas me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas été très patient quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai essayé. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a analysé aussi, dont on a déjà parlé. Dans un couple, d'une manière générale, si on n'a que un qui veut quelque chose, qui veut faire avancer, ça ne marchera pas. Ouais, ça marche. Impossible. Je suis impossible. D'accord avec ça. Et en même temps, si tu veux, du point de vue des enfants et de la parentalité, il y a aussi une autre vérité, c'est que prendre ce temps pour son couple et tout, c'est aussi justement être serein pour ses enfants, avoir l'énergie pour ses enfants. Et c'est l'erreur qu'on fait aussi. Exactement. Il faut savoir quand même, c'est un détail qu'on n'a pas... La première bienveillance, c'est envers soi-même. Ouais. Exactement. Tu vois, c'est un détail qu'on n'a pas précisé. On a 3 enfants, qui prennent énormément d'énergie. Et on est très au clair, nous, avec le fait qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Et on ne tombe pas tous sur les mêmes numéros. Donc,
Du coup, on avait réellement besoin de ce temps pour nous, et encore maintenant. Et finalement, c'est ce qui fait que maintenant, on a un couple, je pense, plus solide qu'on l'a jamais été, plus heureux, plus amoureux qu'on l'a jamais été, parce qu'on a pris du temps que pour nous, pas pour... Alors évidemment, il y a du temps pour la famille, il y a du temps pour les enfants, mais on a su construire quelque chose de vraiment solide autour de notre couple et de notre duo, qui fait que je pense maintenant il peut se passer n'importe quoi. On a vécu le pire. Tu sais, je reviens sur mon propos de tout à l'heure. Vous avez appris sur le tas. La panique. Et ouais, t'as appris sur le tas, t'es dans la panique. Rien, on a appris sur le tas. Tu vois, c'est qu'il y a des embrouilles de couple maintenant. Vous voulez regarder ça, au fait. Enfin, quand ça vous arrive, tu peux dire, ouais, ok, ça passe. Ouais, il y a pire. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rare. Ce site en 13 ans, je t'avais dit, il y a peut-être 2 fois où on s'est pris la tête comme ça. Là, c'en est une. Voilà. Ok. Je sais, l'autre fois, en gros. C'était une bonne, quand même. En gros, pour moi, la première embrouille de couple, c'est quand il a été question de faire un deuxième et que Vincent n'était pas prêt. Le premier s'est invité. Et moi, je voulais des enfants rapprochés. Et quand il a été question de faire le deuxième, Vincent n'était pas prêt. Et ça a été notre premier clash, vraiment, de dissonance dans ce qu'on veut pour notre famille, quoi. Et puis le deuxième, c'est là, quand on a parlé de divorce. Oui, enfin, ça démarre aussi avec le troisième enfant. Si tu veux. Ouais. Tu vois, je veux dire... Ouais. C'est le sujet. En fait, en vrai, le sujet de base, c'est que moi, je voulais des enfants et que Vincent n'en voulait pas. Le sujet, c'est l'arrivée d'un nouvel enfant. Ouais. Ça bouscule tellement les équilibres que c'est pas à prendre à la légère, tu vois. Non. Et c'est important. Mais surtout, attends, parce que pour Olivia, on est en 2015, on va se marier, je quitte mon boulot, j'ouvre une entreprise. Elle me dit, on fait un deuxième. Ah, bah oui. Logique. En même temps, t'as le sens du timing aussi. Oh, on est d'accord, non? Toujours. C'est-à-dire que moi, on aurait pu être sous un pont. Je te disais, on fait un enfant quand même. On fait un deuxième. Mais tu vois qu'on risque d'être dans une merde noire là ou comment ça se passe? Bah non, mais moi j'ai un deuxième. Tu peux me laisser juste un petit peu de temps, voir comment ça se passe, où on en est, comment ça. On fait le mariage, j'ouvre l'entreprise, on voit comment ça démarre et. En et réalité, elle me dit non. Et tous les jours, t'es prêt? Tous les jours. Oh, quasiment. Franchement. Chiante, hein. Ah oui, Wow. franchement. Non, allez, tous les 2 jours peut-être. Non, pour de vrai. Hein. T'es prêt? Et aujourd'hui? Et maintenant? Le truc, c'est qu'on a toujours vécu avec plein de surprises et on s'en est toujours sorti. Et donc, moi, je me dis toujours, ça passera. En réalité, on sait qu'on affronte tout, donc ça passera. Pour finir, de manière à... Là, mon sujet, c'était surtout vous, mais de manière assez succincte, vos enfants dans tout ça, comment est-ce que eux, ils ont vécu tout ce parcours, ces changements, ces périodes plus ou moins faciles? Est-ce que ce sont des choses que vous leur avez expliquées? Ouais. Non, le passage perso? Non, je pense qu'ils l'ont même pas senti. Ouais. Quand ça allait pas... Ouais, mais en fait, il dormait sur le canapé à la base parce que Alba, qui dormait donc en cododo avec nous, avait des problèmes de reflux et elle faisait des bruits atroces la nuit, elle s'étouffait. Et moi, le moindre bruit, ça me réveille. Et Vincent, ça le faisait flipper. Vraiment, il avait l'impression que son bébé était en train de mourir à chaque seconde. Ça le faisait vraiment flipper. Et donc, on s'est dit, OK, va dormir dans le canapé. Tu dormiras mieux, tu seras plus reposé. Et c'est une meilleure option. Et donc, pour les enfants, il n'y a pas de... C'est bizarre, ils dorment plus ensemble. C'est juste, en même temps, le lit, c'est le lit d'Alba et maman, donc papa, il dort là. Ouais, il ne se pose pas de questions. Et sur les changements comme ça, de statut en termes d'entreprise, ce sont des choses que vous leur avez expliquées? Là, papa et maman, ils vont créer une entreprise? Non, pas trop. En fait, on a des enfants qui ne s'intéressent pas tellement à ce qu'on fait. Non, parce qu'en même temps, je repense. Alors, je reprécise, hein, je l'aurais dit dans l'introduction, mais hier soir, donc c'était la soirée de lancement du livre d'Amélie. Et elle a parlé de ce que son fils lui a dit sur le livre, sur son livre, que, en gros, ouais. C'est pas dingue. Non, mais attends, on le reçoit à la maison, on lui dit, voilà, c'est mon livre et tout. Ouais, t'en as écrit un. Ok, c'est cool. que ma fille, elle il est là. Pareil. Il est là, et puis c'est bon. Ça. Mais tu vois, je vais te dire un truc, ma fille a fait pareil, et 6 mois après, elle y apportait de l'intérêt. Je sais pas pourquoi. Mais donc, eux, tout ça, ils sont. Voilà, ça les a pas impactés. Non. Ok, cool. On essaye de faire en sorte que ça ne les impacte pas. On n'est pas dans le déni non plus. Hein. Alors attends, parce que ça les a pas impactés. Ils se sont quand même retrouvés des fois dans des situations à devoir travailler avec nous, à devoir préparer des colis avec nous, et à nous dire votre boulot, c'est vraiment de la merde, les gars, hein, parce que mettre des pulls dans des colis, c'est pas passionnant. Et donc, par contre, ils savent ce que c'est travailler, ils savent que c'est pas toujours drôle, et du coup, ils n'ont pas très envie de travailler.
Mais les changements, je pense qu'on leur a pas dit, par exemple, que j'arrêtais de coudre et que maintenant ce serait quelqu'un d'autre qui ferait. Ils s'en sont rendus compte. Ils se rendent compte sur le tas. Oui, puis est-ce que c'est pertinent, tu vois, aussi, non, mais c'est ça. Changement-là, tu vois. Ouais, non. Ça, en plus, ça change pas la. Non. Enfin, ils sont peut-être aperçus qu'il y a moins de cartons dans le salon. Ouais. Non, après, en plus, tu sais, Esteban, il est du genre à réfléchir à trop de situations. Tu lui dis, on arrête de coudre, lui, il va penser que. La vie, elle est finie. Ouais, presque. Tu vois, donc, non. Non, mais c'est bien de pas les inquiéter pour rien. Non. Franchement. Tu vois, dans une époque où on dit qu'il faut tout dire aux enfants, moi, je suis plutôt partisan de dire il y a des choses qu'on peut leur expliquer parce que ça va avoir des impacts sur leur vie, mais concrètement, ça a du sens, mais... le fait que vous changez, que vous ayez un changement structurel dans l'entreprise, ça va pas impacter. Ils savent qu'on fait pas un métier, on travaille pas en 35 heures dans un bureau ou machin. On leur dit, si on vend pas, on vit pas. En même temps, par exemple, la dernière qui a 3 ans et demi, quand elle parle de nous, elle dit vous travaillez chez Ziganet. Ouais. Mais pour elle, Ziganet, c'est pas nous, je pense. Non, c'est pas nous. Et dernièrement, il y a une dame qui nous a arrêtés quand on était à un parc d'attractions. Elle dit mais vous êtes Ziganet. Elle dit vous savez, en vrai, elle s'appelle Amélie. C'est parce que Ziganet, c'est les fringues. Mais, Alba, 3 ans et demi, elle écoute l'histoire. Je suis contente de vous rencontrer, machin. Elle finit son truc. Tu sais, elle s'appelle Amélie, c'est pas de Ziganet. C'est génial. Ouais, incroyable. Et on va finir sur cette remarque d'Alba. Oui. Merci beaucoup. Et merci à toi. Avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.